Bon, bah, bonjour, désolé d'en décevoir certains sur le contenu du Quickie. Alors je dois vous avouer, je ne l'ai pas énormément préparé, j'étais en backup et on m'a prévenu ce matin. Bon, vous avez été prévenu il y a juste 5 secondes, donc voilà. Je vais vous faire tout simplement donc, une présentation sur des trucs et astuces sur Git, hein. Euh, donc voilà, pour essayer d'être un peu plus efficace sur votre utilisation de Git. Au quotidien. Donc voilà, je ne sais pas du tout si je vais tenir les 15 minutes. On va bien voir. Voilà. Première petite chose, je pense que vous avez tous l'habitude du CD-. Hein, vous allez dans un dossier, vous faites CD-, vous revenez dans le dossier d'avant. Bah, vous avez la même chose pour le checkout. J'ai découvert ça par pur hasard une fois, justement. Donc, quand vous switchez d'une branche entre deux branches seulement, vous faites git checkout- et vous revenez à la branche précédente. Après, pour ceux qui ont l'habitude de pop-d et push-d, ben, bon, faut faire un truc supplémentaire, mais il y a déjà l'idée. Ensuite, un peu, alors je vais beaucoup parler du diff, hein, parce que ça fait partie des trucs qu'on fait beaucoup. Alors, je parle surtout sur la ligne de commande, au fait, j'ai oublié de préciser, hein. C'est surtout la ligne de commande Git. Après, sur les outils graphiques, là, j'ai un peu moins d'expertise. Vous avez par défaut, Git, et n'importe quel outil d'ailleurs de diff textuel, va vous faire le diff ligne à ligne. Donc il va vous dire, attention, toute cette ligne-là, elle a disparu, et à la place, vous avez toute cette ligne-là. Sauf que sur la ligne, vous avez changé juste un caractère. Donc vous avez la possibilité en fait, de lui demander de faire un diff mot à mot. Donc si vous utilisez l'option "-word diff", à ce moment-là, il va vous faire un diff mot à mot. Donc il va alors, qu'est-ce qu'il considère comme un mot? Il va tout simplement utiliser les séparateurs espace comme étant un séparateur de mots. Donc évidemment, tout ce qui est parenthèse, virgule, etc., il ne considère pas comme un. Enfin, il va considérer que ça fait partie du même mot. Donc pour ça, on a la possibilité d'aller encore plus loin et de lui dire, au fait, qu'est-ce que c'est un mot? Donc c'est avec le "-word diff regexp, on va pouvoir lui donner une regex pour lui dire qu'est-ce que c'est un mot. Donc là, par exemple, on va lui dire, bah, c'est un caractère un mot. Donc juste point, c'est un caractère. Alors après, ça peut être un peu violent, hein, pour certains diffs du coup, mais dans notre cas, c'est assez intéressant puisqu'on voit vraiment juste qu'il n'y a que le caractère E qui a changé en E accent grave, hein. Donc voilà, ça peut être assez pratique des fois quand vous avez un diff vraiment important et que vous avez changé juste des caractères. Enfin, les typos, les trucs comme ça, c'est extrêmement difficile à lire sans ce genre de choses, hein. Donc le "-word diff, c'est vraiment sympa à utiliser dans vos guides diff. Ensuite, bah, vous avez, si vous utilisez des outils graphiques, hein, souvent ils vont vous mettre la ligne en rouge, la ligne en vert, et ils vont mettre en rouge plus foncé justement aux mots ou aux caractères près, et pareil sur le vert foncé, hein. Donc là, ça permet en mode texte de retrouver à peu près le même comportement. Vous avez aussi, alors c'est un truc moi qui m'agace énormément, hein, à chaque fois que je fais un diff, j'ai ce fameux "no new line at end of file". Et c'est extrêmement pénible. Pour la simple et bonne raison, en fait, pourquoi est-ce qu'il a ce comportement-là de considérer toujours que la ligne d'avant, elle a changé? Tout simplement parce que là, si on regarde la dernière ligne de code, point, on n'a pas de retour chariot à la fin de cette ligne, puisqu'il n'y a pas de ligne juste après. Donc lorsqu'ensuite on a dernière ligne de code, point, puis retour chariot, et enfin la vraie dernière ligne, bah on a bien changé la ligne. C'est l'ancienne dernière ligne de fin, enfin la dernière ligne de code, elle a changé. Avant, elle n'avait pas de retour chariot, maintenant elle a un nouveau caractère, retour chariot à la fin. Donc c'est pour ça que dans notre diff, il va toujours nous l'afficher en modifié. Si jamais vous rajoutez constamment à la fin de vos fichiers une petite ligne vide, alors de préférence vraiment vide, pas avec des espaces, parce que sinon vous aurez le même problème. À ce moment-là, on se retrouve avec un diff qui nous affiche juste ça. C'est quand même beaucoup plus cool. Là, on voit simplement qu'on a ajouté une ligne à la fin. C'est vraiment plus sympa. Si vous utilisez VI, par exemple, automatiquement, vous n'avez même pas à vous embêter, il vous rajoute un retour chariot à la fin de votre dernière ligne. Et vous pouvez configurer pas mal d'éditeurs.
pour qu'il vous fasse la même chose. Par exemple, alors IntelliJ, j'en sais rien, je ne l'utilise pas. Avec Eclipse, vous avez un petit plugin qui vous permet de faire du formatage, par exemple aussi, enlever les espaces, ce qu'on appelle les trailing spaces, donc les espaces en fin de ligne, donc tous les trucs qui servent à rien, quoi, et qui font juste du bruit. D'ailleurs, si vous utilisez Git diff en mode vraiment texte, vous verrez qu'il vous affiche par défaut en rouge tous les caractères inutiles en fin de ligne, donc les espaces en fin de ligne, ou quand vous avez des modifications entre tabulation et espace. Tout ça, il va vous l'indiquer, attention, c'est bizarre, tu as changé des choses qui peut-être ne devraient pas changer. Donc voilà pour diff là. Donc vous avez aussi plein d'options sur la commande git diff, assez intéressantes pour jouer avec justement les espaces. Vous avez le InYourSpace@EOL qui va justement vous ignorer ces fameux espaces en fin de ligne. Donc comme ça, quand quelqu'un a juste rajouté des espaces en fin de ligne, allez savoir pourquoi, ça vous évite de le voir dans le diff. Hein, c'est un peu plus sympa. Vous avez le InYourSpaceChanges. Donc ça, en fait, c'est ce qui va vous permettre d'ignorer les changements d'indentation. C'est assez pratique. Le cas le plus classique, tout simplement, c'est vous avez un bloc de code que vous aviez avant, et ce bloc de code, vous l'avez indenté parce que vous l'avez mis à l'intérieur d'un if. Si vous faites le git diff, vous allez avoir tout le bloc de code plus le if et la fermeture du bloc qui vont apparaître en moins et en plus. Alors que tout ce qu'on a fait, c'est rajouter un if au début, puis une accolade à la fin, ou un end, ça dépend le langage que vous utilisez. Avec un InYourSpaceChange, à ce moment-là, vous allez pouvoir avoir juste l'information qu'il y a la ligne if qui est apparue et il y a la fermeture du bloc qui est apparue. Juste l'indentation du contenu du bloc, il ne va pas vous l'afficher dans le diff. C'est quand même beaucoup plus sympa pour voir vraiment ce qui a changé. Et après, vous avez aussi tout simplement InYourAllSpace qui va vous ignorer tous les types de changements d'espace. Donc, vous avez rajouté des lignes vides, des retours chariots, des trucs comme ça, tout ça, il vous l'ignore. Donc, tout ce qui n'est pas du vrai texte, il va vous l'ignorer automatiquement. C'est assez pratique quand justement, c'est juste du refactoring d'indentation, ce genre de choses. Vous avez encore aussi d'autres options. Donc là, c'est des options de configuration. Hein, donc le diff.rename, ça va vous permettre en fait de faire en sorte d'avoir automatiquement l'option --find renames sur votre git diff. Comme ça, au lieu de vous dire ah tout ce fichier là il a disparu et tout ce fichier là il est apparu, il va vous dire tout de suite ah tiens c'est en fait le même fichier qui a juste changé de nom et avec éventuellement du contenu un peu changé. Hein. Vous avez aussi le mnémonique préfixe qui va vous permettre, j'ai découvert ça avant-hier, hein, qui va vous permettre tout simplement, au lieu d'avoir les fameux préfixes A et B qui n'ont juste aucun sens, vous allez avoir d'autres préfixes W, I ou C, selon que c'est le contenu dans le working directory, dans l'index ou dans le commit. Donc ça, ça peut être assez sympa pour lire le diff. Les alias. Les alias, c'est super pratique. Il faut en user et en abuser peut-être un peu aussi. Par défaut, en fait, par exemple, en Git, les raccourcis ST, CI, CO n'existent pas. Vous les aviez en SVN, par exemple, vous les avez dans Mercurial, mais vous ne les avez pas du tout en Git. Il faut vous les créer vous-même. Donc vous faites tout simplement un git config, alors moins global ou moins local, moins global ça a plus de sens dans ce cas-là, alias, le nom de votre alias, puis ensuite vous mettez la commande git. Donc par exemple, git config moins global, alias.st, status, alias CI, commit, alias CO, checkout. Pour information, CI, souvent c'est le raccourci, parce qu'avant, il y a aussi le terme check-in, en parallèle avec checkout. Parce que sinon on se demande CI, pourquoi CI pour commit? Voilà, tout simplement parce que c'est check-in. Vous pouvez aussi vous faire un joli log, hein, parce que si vous avez l'habitude de faire log, -graph, -all, -decorate, je sais pas trop quoi encore, et ben vous pouvez tout simplement vous faire ça sous la forme d'un glog. Donc vous faites alias glog, et donc ça va être log, -graph, -decorate. D'ailleurs j'ai une erreur, hein, soit en passant. Vous enlevez le log qui est après là, c'est git glog et après tout de suite l'anti-slash et après donc ça correspond à log, -graph, -line, -decorate, -branches, -tags, -remote. Parce que j'aime pas le -all parce qu'il vous affiche aussi le stash. Pour information. Vous pouvez aussi faire tout simplement lui demander d'exécuter une commande système.
Donc par exemple, moi un alias que j'ai, c'est git qui va sur la commande, donc qui fait point d'exclamation git. Pour la simple et bonne raison que ça m'arrive souvent de taper git, puis après je suis perturbé par quelqu'un d'autre ou je fais autre chose, et puis je reviens, et puis je retape de nouveau git sans regarder mon écran. Donc j'ai tapé git status, st, hein, je tape jamais status, et à ce moment-là, si j'avais pas cet alias, il me dirait ah non, git n'est pas une commande git. Donc là l'avantage au moins ça me permet de pas m'embêter. Tout de suite il réexécute git en vrai derrière. Un autre par exemple LG, donc là il faut connaître, hein, c'est les super formats pour le graphe. Donc il vous permet, par exemple, j'affiche le SHA-1 en rouge, après en jaune j'affiche les décorations, donc les tags, les branches, après en vert j'affiche la date du committeur, puis ensuite en bleu j'affiche le nom de l'auteur. Voilà, hein, pour un exemple. Donc justement, après, vous avez aussi une option qui est assez méconnue, qui a utilisé avec parcimonie, qui est le Assume and Changed. Donc vous avez, je pense, tous vécu le cas où vous avez un fichier configuration qui traîne dans votre code, et localement, pour chaque utilisateur, vous allez le modifier. Par exemple, vous avez un fichier configuration qui pointe vers, vers une base, et chaque développeur a sa base de dev, ou un truc avec une IP, ou ce genre de choses. Donc chaque développeur va changer localement ce fichier config pour lui. Le souci, c'est que on risque de le commiter avec. Donc vous avez le Assume and Change, update index Assume and Change, pour lui dire attention, les modifications dans ce fichier-là, considère-les comme non existantes. Hein, donc ignore. En fait, c'est un espèce d'ignore, mais sur des fichiers déjà traqués. Pour les retrouver après, c'est un peu compliqué, donc c'est pour ça que je vous propose des alias. Donc forget, unforget et forgotten. Alors j'ai pris unforget pour ne pas faire remember, parce que ça me permettait de rester dans le même sens, hein, forget, etc. Donc qui va exécuter ces commandes-là. Vous avez bisect. Qui a déjà utilisé bisect? Ouh, ça fait du monde. Une personne donc. En fait, bisect, ça vous permet de faire une dichotomie sur tout votre code, hein, enfin sur tout votre graphe, pour essayer de trouver la cause d'un problème. Tout simplement, vous allez déterminer, savoir que en version 14 ça marchait et maintenant ça marche plus. On est en version je ne sais pas quoi, on est en dev encore. Donc tout simplement, vous savez que déjà il y a un point dans lequel ça marchait et vous savez que maintenant ça marche plus. Mais vous ne savez pas d'où ça vient, le fait que ça marche plus. Vous savez comment vérifier est-ce que ça marche ou ça marche pas. Donc vous allez tout simplement lui faire démarrer et dire donc git bisect start. Vous allez indiquer donc le commit de départ, dans notre cas c'est head. Et après, vous allez dire, il est good. Donc vous démarrez de ce truc-là, c'est là où ça marche. Et lui, ensuite, il va faire la dichotomie, et à chaque fois, il va s'arrêter à un point. Donc lui, il va déterminer, tiens, ce commit, je vais tester ce commit-là. Il fait un check-out de ce commit-là, et après, il vous demande de dire, est-ce que ça marche ou est-ce que ça marche pas. Et à partir de là, il va savoir s'il va devoir revenir en arrière, ou chercher avant ou chercher après. Et comme ça, il va revenir jusqu'à trouver le commit fautif. Sur une ligne droite, c'est facile, mais dès qu'on commence à avoir des branches, hein, c'est plus sympa d'utiliser git bisect que de le faire à la main. Vous avez le reflog. Le reflog, c'est un truc qui va vous permettre de traquer toute modification de votre head, justement. Donc à chaque fois que vous faites un commit, un checkout, un amend, un rebase, un merge, tout ça, eh ben, le commit vers lequel pointe head est traqué dans cette pile justement du reflog. Donc là, par exemple, voilà, je sais qu'il y a 6 commits, mon truc était sur le 3e commit, puis après j'ai fait un commit fix-up second commit, après j'ai fait un commit 4e commit, puis après j'ai fait des check-out. Là, c'est mes tests de CD-, hein, par exemple, qu'on voit ici. Le popd et le pushd, bah voilà, on les a. Si je fais git checkout head add 5, bah j'ai fait mon popd en checkout. Donc c'est très pratique quand vous voulez retrouver vos commits après un amend ou un rebase. Vous avez le filtrage sur les logs. Donc par exemple, si vous faites git log -- grep et vous faites une regexp, ça va vous permettre de filtrer sur juste le message de commit. Donc pour trouver un truc qui référence un ticket, c'est bien. -g, ça va vous permettre de filtrer sur le contenu actif, donc les lignes en plus et les lignes en moins dans votre graphe, enfin dans votre diff. Et until et since, ça va vous permettre de savoir en gros qu'est-ce qui s'est passé depuis 2 semaines. Hein, si vous étiez parti en vacances par exemple, vous allez pouvoir regarder tout ce qui s'est passé depuis 2 semaines.
Vous avez encore plein d'autres trucs hein, que vous pouvez trouver. Hein. Donc le stash, si jamais vous ne connaissez pas, ça peut être un bon truc. La complétion shell, moi j'arrive plus à vivre sans. Ensuite, vous avez aussi votre prompt. Ouais, c'est le dernier slide justement. Votre prompt. Et après, vous avez un cheat sheet. Celui-là, il est vraiment très bien, il est interactif. Vous allez avoir les différents espaces et savoir quelle commande interagit avec lequel et à la doc pour chaque commande. Il y avait un hands-on lab mercredi matin de Christophe Porteneuve sur pareil Git Pro Tips. Donc je vous invite à aller le regarder. Il est beaucoup plus complet que ce que je présente là tout de suite. Et voilà. Merci.